Je suis un petit peu impressionné de parler devant vous, parce que c'est la première fois que j'interviens comme ça dans une assemblée qui n'est pas une assemblée qui est propre à mon champ disciplinaire, à ma discipline, à mon travail. Donc je vais essayer d'aborder cette discussion, c'est plus une discussion et un questionnement, de manière à ce que ce moment-là que je suis en train de vivre avec vous soit une expérience un peu initiatique. C'est-à-dire que je vais poser un certain nombre d'hypothèses, un certain nombre d'idées pour lesquelles je n'ai pas véritablement de réponse. Mais c'est peut-être finalement dans le fait déjà de le dire devant vous que ça va me porter un certain nombre de réponses, éventuellement des contresens que je vais faire et où je vais me rendre compte que finalement il faut essayer de trouver une voie pour les questions qui sont liées à l'école et les questions qui sont liées à l'individuation. C'est-à-dire que le sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la place de l'école, si vous voulez, dans le processus d'individuation psychique collective. La place de ce moment dans la vie d'un enfant, d'un adolescent, pour que cette école soit véritablement quelque chose qui lui permette d'être un être majeur. Quelqu'un qui est responsable de ses actes et qui puisse participer à la transformation de la société, aussi minime soit-elle, que ce soit dans sa famille ou que ce soit dans des milieux beaucoup plus importants. Donc ce questionnement, je le positionne à partir de deux moments, si vous voulez, ou deux situations différentes. C'est celle de mon travail de tous les jours, c'est-à-dire en tant que professeur de PS, dans un collège à Caen, et aussi en relation avec les questions qui sont posées dans le séminaire ou dans l'association Ars Industrialis, ou dans les questions qui sont posées, si vous voulez, autour aussi de l'économie de la contribution et de l'éducation, on va dire, active, tout ce qui est lié aux questions d'éducation active. Je me suis mis en relation aussi avec Philippe Mérieux, qui a travaillé avec Bernard Stiegler, notamment dans un livre qui s'appelle « L'école à l'ère du numérique ». Et donc on va essayer justement de travailler autour des questions qui sont posées dans ce livre et des possibilités qu'elles permettent pour l'école. Alors ce que j'aimerais faire avec vous, c'est essayer de voir comment on pourrait fonder des groupes. Des groupes qu'on pourrait appeler des groupes de consistance autour d'un motif ou d'une hypothèse principale. Et cette hypothèse serait la suivante, si vous voulez, c'est dans le processus d'individuation psychique et collective, l'école et l'ensemble de ces disciplines et de leur articulation constitueraient un pharmacone un petit peu général, pour former la majorité, c'est-à-dire des êtres majeurs. Et donc ça passerait, si vous voulez, par une forme de défonctionnalisation du mot élève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élève, c'est un enfant qui va à l'école dans une institution de manière obligatoire. Mais ce mot aussi, si on le transforme, si on le prend autrement, c'est aussi l'être noétique. C'est celui qui s'élève par le fait d'aller à l'école, justement. Donc c'est un être qui n'est pas, si vous voulez, adapté, c'est un être normatif. C'est quelqu'un qui va s'approprier un système de règles qui est celui de l'école. Règles au sens un petit peu général, c'est-à-dire l'appropriation des disciplines, l'appropriation des situations d'apprentissage à l'intérieur des disciplines, pour transformer ces situations pour devenir un être singulier. Si vous voulez, c'est celui qui, comme disait Christian tout à l'heure, est entre Apollon, Hermès et Dionysos. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont des petits Hermès, qui ont une intuition absolument extraordinaire, mais qui n'arrivent pas forcément à s'émanciper dans la structure qu'est l'école. On a des élèves qui sont plutôt apolliniens, si vous voulez, qui sont très adaptés au système, qui fonctionnent très très bien dans l'école et qui arrivent à faire de très hautes études. Et l'idée serait peut-être d'articuler ces choses-là et de faire des élèves qui à la fois soient des individus intuitifs ou créatifs et des gens qui puissent aussi s'approprier des structures, s'approprier des disciplines, s'approprier l'institution qu'est l'école. Et donc ça passe par une appropriation critique des milieux ou des dispositifs éducatifs. Des plus petites structures que sont les situations d'apprentissage, à des plus grosses structures que sont des cycles d'apprentissage, qui sont un petit peu plus longs, ou des plus grosses structures encore que sont les programmes, par exemple. Il y a une certaine réflexion à mener sur l'engrammation critique des programmes. Comment on fait pour fonder des programmes où les individus se les approprient et en même temps, ce soit la condition de leur transformation. Quelle est l'écriture qu'on peut faire par rapport à cela? Et donc, si vous voulez, comme disait Bernard ce matin, c'est le fait de créer de la dianoia, une relation entre l'hétéronomique et l'école, et le fait que cette école a comme motif principal de fonder des êtres qui sont autonomes. Voilà. Donc cette idée-là passe, je pense, par la remise en relation et la mise en contribution des personnes qui travaillent dans le système de l'école,
élémentaire, secondaire, à l'université, pour essayer de transformer les dispositifs qui existent actuellement, c'est-à-dire partir des dispositifs qui existent actuellement, pas fonder quelque chose de complètement nouveau, mais partir de ce qui existe pour les transformer et pour passer, si vous voulez, de la logique du manuel à une logique qui articule le manuel avec le numérique, avec tout un tas d'outils qui permettraient aux enfants de construire à la fois leur propre récit individuel, leur micro-expérience qui est liée à leur vie propre, dans un récit beaucoup plus collectif et beaucoup plus grand. L'articulation, si vous voulez, entre les rétentions secondaires collectives, entre ce qui est approprié par la culture et l'histoire individuelle. Alors, cette hypothèse de l'école comme un pharmacone de la majorité, intervient dans un contexte où je vais vous donner, si vous voulez, peut-être quelques tendances négatives ou tendances de blocage, mais qui sont en même temps les tendances qui vont peut-être nous permettre d'être le terreau pour transformer. S'appuyer sur ces tendances pour les transformer. La première, c'est celle dont parle Bernard, notamment dans la question du développement de la misère symbolique. Le développement de la misère symbolique, ça se caractérise aussi par la difficulté de vivre avec soi-même et de vivre avec les autres. Ça produit un sentiment de défiance, et les sociologues parlent aussi d'un sentiment de fatigue d'être soi. Le fait qu'on en a marre d'être dans une espèce de perspective de performance qui ne produit pas d'individuation, justement. Un contexte de misère symbolique où on est de plus en plus dans un système de l'emploi et de moins en moins dans un système de travail. De moins en moins dans un système où on se développe par son travail. Christian Laval, qui est un sociologue qui travaille sur les questions de l'éducation, a fait une interview à Libération en 2011 à propos de son dernier livre, qui parle de la nouvelle école capitaliste. Et il indique l'information suivante, que 95% des personnes qui ont un salaire ne possèdent pas leur outil de travail, sous une forme individuelle ou sous une forme collective. Donc il y aurait une forme de minorité, entre guillemets, organologique de l'individu, de l'être technique, considérant que l'individu est un être technique qui s'individue en augmentant son pouvoir d'action par une instrumentation de lui-même. On pourrait peut-être envisager justement et re-questionner la question de la propriété et de l'appropriation. C'est une question que je ne maîtrise pas du tout. On en a parlé ce matin, donc je pense que c'est une question qu'il faut aborder. Faut-il avoir ces organes techniques? Est-ce qu'ils doivent nous appartenir pour vraiment être dans une logique de travail? Et en quoi ces organes techniques conditionnent aussi l'activité de travail? Là, je parle à l'école, mais aussi après l'école. C'est-à-dire comment l'école permet à des individus de s'associer à des organes techniques, à faire en sorte qu'ils puissent ensuite les transformer, ces organes techniques, et que ça transforme la société dans un sens d'association avec ces organes. Avec ces organes dans la nouvelle structure, justement, de l'organisation du travail. Peut-être dans une logique plus coopérative, dans une logique de ce qu'Hercule Strelly s'appelle une économie de la contribution. Le deuxième point, après le point de la misère symbolique, c'est celui du développement que j'appellerais d'un gâchis de type organologique, par la société consumériste. C'est-à-dire qu'une grande part de l'activité économique, notamment ce qu'on appelle le marketing, c'est une activité qui tend à développer des usages, mais pas nécessairement des pratiques. Ça s'oppose peut-être aux pratiques d'ailleurs, où l'usage, ça serait le fait de s'approprier un organe technique, mais de pouvoir n'en faire qu'une seule utilisation. De ne pas pouvoir justement se singulariser avec cet organe et d'avoir des utilisations multiples. Comme on voit par exemple, toutes les personnes qui ont parlé autour de Platon, autour des livres, et qui, à partir de leur lecture individuelle de ce livre, ils sont capables d'en faire une interprétation personnelle. Ils se sont singularisés par le fait qu'ils se sont appropriés tous la même chose, mais sauf que cette appropriation a fait d'eux des êtres, entre guillemets, singuliers, avec lesquels, et de ce point de vue, ils peuvent se discuter avec d'autres personnes et créer des controverses qu'on pourrait appeler des controverses logiques, ou en tout cas, assurer la discussion. Alors, ce gâchis, on le voit par exemple quand on jette tout ce qu'on jette à la poubelle. On le voit aussi quand on utilise tout un tas de matériel informatique dont on ne sait plus forcément quoi faire au bout de quelques années. On le voit dans tout ce que l'on appelle l'inscription dans un circuit court, c'est-à-dire j'achète, je suis satisfait de mon achat, je le mets à la poubelle. Et ce circuit ne s'inscrit pas dans un circuit long. Et peut-être que l'un des enjeux aujourd'hui, c'est justement de partir de cette situation pour essayer de faire en sorte que les objets techniques que l'on utilise soient des objets qui puissent s'investir dans du long terme. Et peut-être qu'il y a une question justement autour de la valeur d'usage à discuter, le mot usage justement dans cette notion de valeur d'usage,
Ou est-ce que ce serait pas plutôt, l'idée serait pas plutôt de développer une valeur potentielle des organes et de voir justement leur rayonnement d'un point de vue organologique ou pharmacologique. Et peut-être qu'à partir de cela, on pourrait fonder une certaine idée de l'économie qui soit un petit peu différente des relations entre valeurs d'échange et valeurs d'usage. Je parle complètement justement de façon intuitive parce que je maîtrise assez mal ces notions. Deuxième élément, c'est le gâchis au niveau des organes corporels. C'est le fait qu'à l'école, par exemple, des individus vont jusqu'à l'université, ont un très très bon niveau de formation, et finalement, ces individus qui ont parfois des cerveaux sont au service de ce gâchis organologique, sont au service d'une forme de société de consommation, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Parce qu'il faut travailler, parce que, etc. etc. C'est des gens qui sont à des niveaux très très élevés et qui ne trouvent après dans la sphère du travail que peut-être des choses qui ne les individuent pas, justement. Et ces personnes sont parfois, j'ai l'air, assez malheureuses de leur situation. Et du point de vue de l'organisation sociale, on voit de plus en plus une cassure entre les gens qui subissent de plein fouet, justement, ce modèle économique, et ceux qui essayent de s'en sortir. Ce qui était peut-être un remède dans les années 60, le développement de la société de consommation, devient aujourd'hui une forme de poison et développe un sentiment de dégoût. Et on voit de plus en plus de gens, justement, qui essayent de sortir de cette situation, qui essayent de créer ce qu'ils appellent des alternatives. Tous les gens qui sont, par exemple, sur la décroissance, etc. C'est des gens qui disent, voilà, ce modèle ne fonctionne pas, on va essayer de faire quelque chose d'autre. Effectivement, est-ce que les modèles qui développent sont en mesure de fonctionner? Ça, c'est une grande question. Au niveau de l'école, un peu plus bas au niveau de l'école, on voit qu'assez rapidement, il y a un certain nombre d'enfants qui développent aussi un sentiment de défiance vis-à-vis de cette institution. Un sentiment de dégoût aussi vis-à-vis de cette institution. Moi qui suis au collège, on le remarque beaucoup. Et on dit d'ailleurs de ces enfants, parfois, on dit c'est dommage, c'est du gâchis. En conseil de classe, on dit c'est du gâchis, c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a un potentiel d'individuation qui n'est pas exploité. Et donc il y a toute une interrogation à développer sur les dispositifs d'éducation à construire pour que ce gâchis devienne finalement la possibilité d'une nouvelle réflexion par rapport à cela. Et on voit d'ailleurs dans les moments d'orientation, il y a des moments d'orientation importants, notamment autour de l'âge de 15-16 ans, il y a des enfants qui ont développé ce sentiment de défiance, à qui on va, entre guillemets, limiter l'activité du cerveau et augmenter l'activité de tout le reste de leur corps, qui vont mettre en relation avec des organes techniques. Ce qu'on appelle les enfants qui vont dans une orientation professionnelle. Et de l'autre côté, ceux qui ont, entre guillemets, réussi, ceux qui sont bien adaptés au modèle, ils vont continuer à développer leur activité du cerveau, mais peut-être en limitant aussi l'activité de leur corps. Il y a une forme de cassure aussi à ce niveau-là, entre une activité de type, disons, intellectuel et une activité de type manuel. Et peut-être qu'une des questions, justement, à développer aujourd'hui, c'est, d'un point de vue organologique, comment on repense ce travail-là, ce rapport du cerveau aux organes, ce rapport de l'activité d'un enfant quand il apprend à lire, quand il apprend à l'écrire, quand il apprend à compter, etc. Comment on re-questionne cette problématique du corps. Ce que l'on peut constater après, quand on arrive dans les lycées, c'est le fait justement qu'il y a une cassure entre ces enfants qui sont plutôt dans une sphère professionnelle et ces enfants qui sont dans une sphère plutôt, qu'on dit lycées généraux. Je me souviens quand j'étais au collège, au lycée par exemple, ceux qui étaient au lycée général, ils disaient que c'était les grades papier. Je ne vous dis pas les expressions qui étaient données par ceux qui étaient au lycée général, de ceux qui travaillaient au lycée professionnel. Et dès ce moment-là, à partir de, on va dire, à peu près 15-16 ans, il y a une cassure vraiment qui se produit et un véritable, comme j'exprimais tout à l'heure, de gâchis. Le troisième notion sur laquelle je voudrais aborder avec vous, c'est ce dont Bernard a parlé l'année dernière, justement, la question de la guerre économique dans cette question-là. C'est-à-dire que si on considère que la guerre, c'est une lutte contre les autres pour conquérir un territoire, pour contrôler des marchés, mais aussi pour contrôler des psychismes. On peut voir que du point de vue du corps, par exemple, ça peut aller de la mort physique de l'autre au fait de lui imposer un mode de vie, de lui imposer aussi une manière de penser, de le rendre grégaire. Et du point de vue de ses organes techniques, c'est aussi de lui accaparer ses organes techniques, de manière à ce qu'ils ne lui appartiennent plus, et qu'il soit absolument dépendant de ses organes et que ça ne soit plus un outil au service de son développement. Et du point de vue des organisations sociales, ça se caractérise aussi par le fait de détruire de façon assez massive les identifications qu'il a pu avoir, qu'elles soient primaires ou qu'elles soient secondaires.
toutes les identifications, qu'elles soient de type religieuse ou qu'elles soient liées à une passion, à une cause, à sa famille, etc., etc., etc. Et en contrepartie, la paix serait peut-être la lutte, cette fois-ci, contre soi-même, mais avec les autres. Ça serait une conquête de soi. Et Dany Robert Dufour, dans son dernier livre, qui s'appelle L'individu qui vient, parle d'un savoir, S''avoir, le fait de savoir, de s'appartenir, de se domestiquer. Et donc cette question-là, je pense qu'elle est très importante aujourd'hui, notamment dans le contexte de l'école. Et peut-être que justement la notion de pharmacone de la majorité pourrait être une espèce d'expression ou de motif pour faire travailler des gens extrêmement différents, qui sont dans des sphères différentes, qui ne sont pas forcément à l'école d'ailleurs, autour de la constitution de nouveaux dispositifs. Alors, un être majeur, c'est un être normatif, c'est un être qui s'est approprié les règles pour les transformer. Et on peut imaginer par exemple que l'école pourrait être positivement le lieu de l'augmentation de la concurrence. Cette fois-ci, il faudra utiliser ces mots autrement. Ça veut dire, l'augmentation de la concurrence, ce serait dire un espace dans lequel l'individu peut s'augmenter grâce à l'école. S'augmenter du fait qu'il s'approprie des organes techniques et qu'il arrive à constituer des rôles à l'intérieur de cela. Des rôles qui soient pour lui-même, mais qui soient aussi pour les autres. Et de la concurrence, dans le sens où concurrence, c'est d'abord courir ensemble, c'est-à-dire faire ensemble. Ce n'est pas forcément s'opposer avec l'autre. C'est-à-dire que cette expression d'augmentation de la concurrence, on pourrait justement la transformer pour l'école, positivement pour l'école. Alors l'idée potentielle que je vous soumets, c'est le fait donc, justement de passer du statut d'élève, celui qui doit aller à l'école, à des rôles d'élève et à l'évolution de ces rôles. C'est-à-dire le fait que, quand il s'approprie l'hétéronomie des dispositifs, des situations d'apprentissage, des cycles, etc., ça lui permet d'avoir de nouveaux droits. De nouveaux droits dans son espace de travail, qui soit celui de la classe, par exemple. Ça lui permet d'avoir de nouveaux droits sur les autres, dans le sens où il peut venir les aider. Ils peuvent contribuer ensemble à faire quelque chose d'important, justement. Ils s'inscrivent dans ce que Bernard appelle un circuit de transindividuation. Et donc finalement, on pourrait peut-être envisager les disciplines scolaires comme le passage d'une matière scolaire, disons d'un milieu pré-individuel, à une discipline scolaire, c'est-à-dire le fait que je me discipline par le fait de m'approprier la matière. La matière, ça peut être les programmes, la matière, ça peut être les situations dans lesquelles je suis immergé, la matière, ça peut être aussi mes ressources à moi, mes ressources cognitives à moi, mes ressources motrices, mes ressources affectives, etc. Et qu'à chaque fois, il y a une espèce de spirale entre la logique de la matière et la logique de la discipline. Je m'approprie une matière qui peut être moi-même, et je la transforme, et j'en fais une discipline. J'en fais quelque chose qui devient justement une pratique, pas simplement une pratique pour l'école, mais aussi une pratique sociale. Et ça passe, il me semble, par la question du développement, non plus d'une misère symbolique, mais de conduite symbolique. Une conduite symbolique, c'est ce qui permet la condition justement de la lutte contre la misère symbolique. C'est le développement du virtuel. C'est le développement d'une capacité à s'orienter dans un milieu. C'est le fait de produire de la signifiance. Pas simplement du sens, mais de la signifiance. C'est-à-dire que je suis capable de le transmettre aux autres, je suis capable d'en discuter, je suis capable de m'altérer avec les autres. C'est la possibilité dans un espace particulier, par exemple, de reconnaître cet espace, de pouvoir m'y investir, à la fois sur le court terme, mais également sur le long terme, c'est-à-dire produire des milieux associés, unifier ces expériences pour produire un milieu associé et produire du symbolique. Il me semble qu'il y a 3 catégories sur lesquelles on peut travailler, qui s'agencent, qui s'organisent. C'est celles des conduites symboliques qui sont propres à la discipline. Par exemple, il y a des conduites motrices en éducation physique. Ce sont des conduites motrices symboliques, dans le sens où si je veux, par exemple, apprendre à nager, il faut d'abord que je m'approprie l'eau, que ça soit une propriété de moi-même. Il faut que l'eau devienne non plus une contrainte, j'ai peur de l'eau, ou je vais m'engloutir dans l'eau, mais un espace dans lequel je sais que je peux flotter par l'eau. C'est-à-dire que toutes les propriétés de l'eau, je les ai intériorisées. Nous, on est soumis à la pesanteur, dans l'eau, on est soumis à 2 forces, la pesanteur et la poussée d'Archimède. Il faut s'approprier finalement cette nouvelle force
pour que cette force qui était au départ extérieure, qui était une contrainte, devienne une ressource. Mais des conduites symboliques, il y a des conduites symboliques dans toutes les disciplines. Il y a des conduites symboliques en géographie, il y a des conduites symboliques dans la langue. D'ailleurs, c'est vraiment le symbolique est vraiment même dans la langue. Et le terme de conduite, je crois qu'il est peut-être l'un des termes qui permet justement d'articuler les savoirs de la discipline, ce que l'on veut enseigner, avec les non-savoirs, qui sont les interrogations. La conduite, c'est à la fois savoir des choses, donc je peux m'investir dans un milieu, mais aussi m'interroger sur le milieu dans lequel je suis en train de m'activer. Donc une conduite symbolique, ça serait à la fois associer mes rétentions secondaires avec mes protensions, primaires et secondaires. Philippe Mérieux parle d'ailleurs à ce sujet des grandes questions anthropologiques qui sont posées par les disciplines. On pourrait parler des grandes questions organologiques, justement, qui sont posées par les disciplines. Dans le lien entre les organes techniques, entre les organes du corps et entre les organisations sociales qui ont permis ces organes techniques. Et il me semble qu'il y a un champ de recherche qui, à ma connaissance, n'a pas été encore développé. C'est celui d'une théorie, justement, des formes attentionnelles. Mais justement, spécifiquement dans chaque champ disciplinaire. De manière à ce qu'on puisse vraiment réfléchir à ce que c'est qu'être attentif en classe de musique, être attentif en classe de philosophie, être attentif en histoire, géographie, en EPS, etc., etc. Et comment on peut relier ces types d'attention. Comment on peut en faire justement une espèce de convergence. Comment on peut créer des liens entre les disciplines par cette question-là. Ça nécessite aussi justement de poser la question des traumatypes et des stéréotypes. Le fait que les rétentions secondaires collectives sont aussi des stéréotypes qu'il faut que je m'approprie, mais que cette appropriation doit être une appropriation de type critique. Alors il me semble qu'on peut peut-être faire une recherche ou un projet de recherche qu'on pourrait qualifier d'une organologie pharmacologique de l'attention. Je reviendrai tout à l'heure sur le lien entre organologie et pharmacologie dans cette expression. Alors, cette question des conduites symboliques propres aux disciplines, je crois qu'il faut les vivre dans 3 temps à articuler. Le moment où on est en classe, qu'on pourrait appeler le temps de l'activité ou le temps primaire. Celui qui est développé en ce qu'on appelle dans le cours d'action. Comment on peut faire pour que les élèves soient attentifs au moment même où la situation se passe. Ça, pour moi, c'est ce que j'appellerais une activité d'animation. C'est-à-dire comment l'enseignant fait pour donner de la vie, donner du souffle à ce qui se passe en classe. C'est la phase d'animation, si vous voulez. C'est au moment T, comment on fait pour que les enfants avec qui on est, on arrive à s'associer avec eux, on arrive à leur proposer quelque chose qui réponde à leur motif aussi immédiat, leur mobilisation immédiate, mais qu'on arrive aussi à les inscrire dans quelque chose de plus long, dans une culture. Le deuxième temps, c'est le lien, si vous voulez, entre cette activité de type primaire et l'activité secondaire. Celui peut-être des rétentions secondaires collectives, c'est-à-dire l'activité proprement d'enseignement. Celui de permettre aux élèves d'apprendre des choses. Et cette activité primaire et cette activité secondaire, je crois qu'on peut la poser à l'époque, si vous voulez, du storytelling, entre guillemets, dans la relation entre un récit de soi dans une discipline, c'est-à-dire comment dans cette discipline, je me suis transformé dans un moment d'apprentissage, et comment cette transformation s'inscrit aussi dans des conquêtes organologiques beaucoup plus longues. Comment j'arrive à m'approprier moi-même dans une situation, et comment j'arrive à m'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus long, dans un circuit de transindividuation beaucoup plus long. Et je crois que le troisième moment de l'enseignement, si vous voulez, entre le moment primaire, entre le moment secondaire, c'est le moment tertiaire. C'est justement le moment où les enfants se sont inscrits dans une activité, ont inscrit cette activité dans un programme, dans une culture, et qui sont en mesure de transformer cette activité. Ils sont en mesure de participer à la transformation de la situation elle-même. Dans ce cas-là, ils sont appropriés les règles de la situation et ils sont capables de la modifier. Philippe Mérieux parle d'un résistant. Un enfant, c'est d'abord un résistant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas apprendre ce qu'on veut lui faire apprendre. Alors, il ne résiste pas forcément de façon consciente. C'est-à-dire qu'on lui apporte de nouveaux savoirs, mais il a un mode d'organisation déjà de son activité intellectuelle, de son activité motrice, et donc quand on lui propose un nouveau savoir, c'est d'abord un résistant. Et je crois que pour cet enfant de passer d'un résistant à, si vous voulez, à quelqu'un de plus inventif, il faut qu'il s'approprie pas seulement les savoirs, mais les conditions dans lesquelles on l'a immergé.
c'est-à-dire toutes les composantes de la situation. La deuxième catégorie, c'est celle des conduites d'apprentissage. J'ai commencé un petit peu à en parler à l'instant. Les conduites d'apprentissage, c'est le fait de comprendre que quand je m'approprie un milieu, il faut aussi que je défonctionnalise ma manière de penser et que je la fonctionnalise autrement. C'est à la fois, ça s'inscrit à la fois dans un temps très long et à la fois ça s'inscrit dans un temps très court. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'un enfant qui a peur de l'eau. Il faut qu'il défonctionnalise, si vous voulez, sa manière d'appréhender le milieu pour avoir une totale appréhension, avoir une appréhension complètement différente. Si l'eau, c'est un espace dans lequel on s'engloutit, dans lequel le corps est un caillou, il faut qu'ensuite l'eau soit un espace dans lequel on peut flotter. Et ça modifie complètement le rapport que l'enfant a avec l'eau et aussi le plaisir qu'il peut éprouver dans ce milieu. Mais je pense que pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul, ces questions-là sont aussi très vives. Alors je ne maîtrise pas très bien ces domaines, mais je pense qu'on pourrait faire des liens avec ces domaines. Si on prend la question de la lecture, par exemple, lire, c'est d'abord déchiffrer. Mais aujourd'hui, ou en tout cas dans les quelques jours de l'Académie d'été, on parle de lire Platon. On parle de lire Husserl, on parle de lire Stigler, on parle de lire plein de gens. C'est-à-dire que lire, c'est déchiffrer, mais lire, à la fin du circuit, c'est interpréter. C'est devenir singulier par le fait que je suis en train de lire quelque chose. Je pense qu'on pourrait imaginer justement des dispositifs d'éducation où les enfants s'approprient un livre, par exemple. Imaginons 6e l'Odyssée. Ils lisent tous le même livre, ils ont tous la même rétention secondaire collective. Ou ils lisent le mythe d'Hermès. Mais comment, à partir de cette lecture, ils sont capables d'en faire éventuellement, pas forcément une interprétation, mais de eux-mêmes, que leur propre histoire s'inscrive dans cette histoire-là. Et quels sont les dispositifs qu'on pourrait essayer de construire, avec des gens qui ont les capacités technologiques pour construire ces dispositifs, de manière à ce que cet ouvrage soit ensuite la possibilité vraiment de construire des singularités. Là, je vous donne un exemple parmi d'autres, mais je pense que des exemples, on peut en avoir de multiples, et qu'on pourrait essayer de poser ces questions de la manière suivante. Un enfant qui apprend, dans ses conduites d'apprentissage, les spécialistes de sciences de l'éducation disent que ceux qui ont des difficultés à symboliser, justement, sont les enfants qui sont centrés sur la tâche. Ça veut dire on leur donne quelque chose à faire, ils vont répondre à ce qu'il y a à faire. Ça me paraît normal. Sauf que les enfants qui réussissent à l'école, ce n'est pas les enfants qui sont centrés simplement sur la tâche, c'est ceux qui sont centrés sur l'activité. C'est-à-dire ceux qui sont centrés sur quelle est l'activité mentale ou quelle est l'activité motrice ou affective qu'on me demande quand je suis en train de faire cette situation. Et donc je pense qu'une conduite d'apprentissage, c'est le fait qu'un enfant il s'approprie ces deux choses-là. Il s'approprie le fait qu'il doit développer son activité, mais il sait que cette activité, elle est médiée par une tâche. Et s'il est capable de comprendre comment fonctionne la tâche, c'est plus simplement un élève adaptatif, c'est quelqu'un qui devient normatif dans la mesure où il comprend le milieu dans lequel il est immergé. Alors de ce point de vue, il me semble que la question de la grammatisation est une question qui est très très importante. Dans la mesure où je crois que cette question de la grammatisation, elle peut investir l'école. Alors on parlait tout à l'heure justement du fait qu'on puisse s'enregistrer à l'oral et avoir une transcription assez rapide sur l'ordinateur, etc. Il y a des dispositifs techniques qui le permettent. Bon, la grammatisation, c'est aussi le métalangage, c'est aussi la métamotricité, par exemple. Ça veut dire qu'un enfant qui écrit une rédaction, est-ce qu'on pourrait envisager des dispositifs éducatifs dans lesquels, au moment où il écrit cette rédaction, il a accès à toutes les règles de grammaire qu'il est capable de produire? Et que ces règles de grammaire qu'il est capable de produire, elles s'inscrivent dans un ensemble de règles beaucoup plus complexes, et qui se complexifient au fur et à mesure, et qui se composent de plus en plus. Et quel dispositif on pourrait envisager pour qu'un enfant qui est en train d'écrire, il est en train aussi de s'écrire? Il est en train aussi de se comprendre en train d'écrire. Je me souviens des expériences de Freinet qui faisait des conférences avec les enfants. Et cette situation-là produisait des choses absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils se mettaient dans des situations affectives, comme aujourd'hui, là. J'ai un petit peu peur de parler devant vous. Et les enfants devaient défendre un point de vue. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut aller encore un petit peu plus loin, justement, avec l'utilisation de la vidéo. Avec la vidéo, on peut voir comment on parle. On peut justement, entre guillemets, se grammatiser, on peut savoir, comme disait Dany Robert Dufour, on peut essayer de se conquérir. Et une question qui est posée aussi, c'est donc justement l'articulation de ces trois temps, primaire au moment de la classe, secondaire, le lien entre ce qui se fait dans la classe et puis
l'évolution des différents moments que les enfants ont vécus. Et tertiaire, le fait de s'approprier aussi le dispositif dans lequel on est impliqué. Ça se vit aussi certainement dans le temps primaire de l'école primaire, dans le temps secondaire de l'école secondaire, et dans le temps, entre guillemets, tertiaire de l'accès à l'université, en tout cas l'accès à des études supérieures. Il me semble qu'à l'école primaire, il faut qu'on travaille sur la question du narcissisme primordial. C'est-à-dire, quelle est l'association minimale que les enfants doivent avoir avec les organes techniques, avec l'écriture, avec le fait de compter, avec le fait de s'inscrire dans une activité motrice, etc., qui leur permettront de s'engager dans des études secondaires, qui leur permettront justement de s'inscrire vraiment dans des disciplines, parce que le passage entre l'école primaire et l'école secondaire, c'est le fait qu'on n'a plus une identification directe à un maître, mais l'identification se fait à des disciplines. Et ça pose des problèmes absolument énormes en 6e. Beaucoup d'enfants. Ils ont 10 personnes différentes qui sont leurs interlocuteurs. Ils sont un petit peu perdus sur cette question-là, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas. Et à l'âge de l'adolescence, on observe que les enfants sont toujours dans un dispositif d'écriture. Ils sont toujours en train d'écrire, en prenant des photos avec leurs appareils photos, en étant sur tout un tas de réseaux numériques, etc., etc. Et comment on fait aussi de ce moment de réappropriation de soi, de transformation physiologique, pour que cette transformation de soi soit aussi le fait de se réapproprier toute une culture, toutes les conquêtes organologiques qui ont été permises par les disciplines. Il y a des époques, il y a des étapes de conquête. Comment on fait pour que les élèves se conquièrent eux-mêmes en s'appropriant l'histoire de ces grandes conquêtes? Alors, il me semble qu'il y a un champ d'interrogation qui est ouvert. Je ne suis pas sûr qu'il existe de manière systématique, mais il y a des questions qui sont vraiment ouvertes par rapport à cela. Et donc, je crois qu'il y a des dispositifs d'éducation à construire autour de ces questions-là, et donc de travailler à des groupes justement de consistance. Pas simplement des groupes qui travaillent sur des disciplines scolaires en elles-mêmes, mais justement sur ces grandes conquêtes, sur l'articulation entre ces conquêtes, etc., etc. Le troisième registre de conduite, c'est celui qui permet de passer des conduites scolaires, disons, aux conduites sociales, c'est justement les conduites sociales, dans la perspective d'une organologie de l'autre. Si on travaille dans une logique d'augmentation de la concurrence, c'est-à-dire dans le fait qu'on fait en sorte que par le fait de travailler avec les autres, on arrive à savoir de plus en plus de choses. Et on arrive à participer au milieu qu'est la classe. Le fait de parler de cette question de l'augmentation et donc de l'organologie, c'est le fait de parler de l'augmentation de son pouvoir d'action. Mais l'augmentation de son pouvoir d'action, c'est aussi la capacité de pouvoir fabriquer la bombe atomique. Et donc de construire la guerre. Donc cette organologie doit être une organologie de type pharmacologique. C'est-à-dire que quand les enfants apprennent quelque chose de nouveau, il faut qu'ils puissent identifier aussi ce qu'il y a de bon dans ce qu'ils apprennent et ce qu'il y a de mauvais. Si quelqu'un, par exemple, a de meilleures compétences en mathématiques que son camarade, et qu'on lui demande de l'aider, peut-être qu'il peut prendre le pouvoir sur cet enfant. Comment on fait pour que justement un enfant qui a des compétences particulières dans un domaine puisse d'abord observer la manière dont son camarade fonctionne, puis être aussi dans un processus de conseil, et comment ces deux personnes peuvent construire eux-mêmes un parcours. C'est-à-dire qu'ils sont appropriés la situation d'apprentissage, ils sont en mesure de créer des petites choses, des petits éléments, des contraintes, qui feront que s'ils arrivent à passer la contrainte, ils se sont développés. Dans l'exemple que je vous donnais par exemple sur la natation, il y a une expérience qui est absolument extraordinaire, c'est de donner aux enfants la perche du maître nageur, le pouvoir. Ils ont la perche du maître nageur. Et cette perche, on la met à 1,70 m de fond, c'est-à-dire un peu plus que leur taille. Et ces enfants, il y en a un qui tient la perche, il a le pouvoir, parce que s'il lâche la perche, l'autre, il va couler, parce qu'il ne sait pas nager, et l'autre copain, il va descendre, comme ça. Il va essayer de remonter sans rien faire. Il va laisser l'eau faire le travail. Et on peut observer très rapidement que les enfants, ils ont peur de cette situation. Ils ont envie de remonter tout de suite. Mais quand ils comprennent que c'est plus difficile de descendre que de remonter, se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils inventent des formes. Ils inventent des formes. Ils font des boules, ils font des étoiles, ils font tout ce que vous voulez. Ils se sont appropriés le dispositif et ils inventent quelque chose, tous les deux. Et ils savent que l'autre, s'il lâche la perche, il va se passer quelque chose d'assez catastrophique. Alors après, on est un petit peu sérieux, on met des lignes, on essaie de faire en sorte quand même qu'il n'y ait pas de souci. Mais ils s'approprient le pouvoir, si vous voulez, du maître nageur, du prof,
Le copain a un pouvoir extrêmement important sur l'autre, et à un moment donné, il va devenir prescripteur. Il va dire, mais toi, tu vas me faire une boule. Je veux une boule. Et je veux que tu remontes en 6 secondes. Et ce qui est le plus marrant à faire avec les enfants, c'est de leur demander de rester collés au fond. Parce que ça leur permet de développer de l'apnée. Et quand ils restent collés au fond, ils se rendent compte que c'est plus dur de rester collé au fond que de remonter. Et là, une expérience absolument extraordinaire se produit. Un narcissisme primordial aquatique, si on peut parler comme ça, se produit. C'est-à-dire que les enfants, après, ils peuvent nager, ils peuvent faire des mouvements, ils peuvent faire tout ce que vous voulez. Ils n'ont plus peur, ils peuvent sauter après. Ils peuvent tout faire. Alors bien sûr, il y a des enfants qui n'y arrivent pas, parce que leurs traumatismes individuels sont trop forts. Et donc, il faut qu'on passe à quelque chose d'un peu plus facile. On va dans le petit bain, et on parle du grand bain, là où on a pied, justement. Parce que quand on nage, il ne faut pas qu'on ait pied, il faut qu'on ait bras, parce qu'on nage avec les bras. Il faut qu'on passe au petit bain pour faire cette même expérience, mais dans un espace où ils ont vraiment sécurisé. Et pour les enfants qui ont un peu de difficulté dans la première situation, où ils n'arrivent pas vraiment à se transformer, cette situation du petit bain devient une situation d'aide. Ils sont capables d'articuler les situations. Ils sont capables de savoir que cette situation avec la perche, c'est la situation principale, c'est le moment important qu'ils vont vivre pendant 2-3 séances, et que l'autre, c'est une aide. Et donc, ils se sont appropriés une tâche. Ils savent que l'activité dans cette tâche, c'est une activité qui va les aider dans une tâche un peu plus complexe. Et donc, ils s'inscrivent comme ça dans un processus qu'on peut appeler de circularité, dans un processus d'individuation, justement. Mais il y a une autre question, il me semble, qui est posée. Là, je parlais d'un exemple vraiment très précis, avec une classe de 6e dans le savoir nager. C'est la question de la constitution de nouveaux milieux associés par l'école, dans la relation entre le temps individuel ou le temps pour soi ou le temps de l'otium, avec le temps de l'activité productive, le temps de l'activité économique, le temps de l'activité où on a un salaire. Alors cette question, il me semble, est une question absolument majeure, très très importante. D'ailleurs, je voulais vous faire une lecture d'un livre que j'ai oublié à ma place, si je peux aller le récupérer. Merci. Alors le GRDS, c'est un groupe de recherche qui a été constitué par Jean-Pierre Terrail et un certain nombre de personnes qui travaillent justement sur la question de non plus de la massification scolaire, mais des conditions de la construction de la démocratisation. C'est-à-dire que les années 60 ont été les années de l'ambition de démocratisation scolaire. On s'est rendu compte que finalement c'était un système de massification et qui reproduisait un certain nombre d'inégalités, voire qui avait tendance à les augmenter aujourd'hui. Et le travail de GRDS, c'est un travail qui essaye justement de penser quels sont les dispositifs éducatifs qui permettent de faire école commune. C'est-à-dire qui permettent d'avoir le même circuit de transindividuation pour tout le monde jusqu'à quasiment la terminale. Ils pensent qu'il faut que ça se passe jusqu'à la première et que la dernière année est une année un peu plus de spécialisation sur des champs que les enfants investiraient. Il me semble que la question qu'il pose est à la fois la question qu'aujourd'hui on essaye de demander à l'école, mais la question qui pose la limite aussi du travail qu'on peut produire à l'école. Je vous lis une page de ce travail dans le premier chapitre qui s'appelle « Une seule solution démocratique, l'école commune ». Nous avons besoin d'un très grand nombre de salariés dotés d'une qualification élevée, leur permettant de concevoir et d'assurer de nouveaux modes de développement économique et l'essor d'une production économe de produits et de services de haute qualité. Je pense que tout le monde est vraiment d'accord sur ce point de vue. Arrêtons-nous un instant sur ce dernier point, pour prévenir l'objection d'une contradiction possible entre la démocratisation de l'école et les besoins de l'économie. La nécessité d'un nouveau bond en avant de la formation des jeunes est reconnue par le patronat, comme en témoigne l'objectif assigné par la loi Fillon de 2005 d'une sortie de formation initiale sur 2 ans après la licence. Mais cet objectif ne saurait être considéré comme un indicateur indépassable des besoins réels, sachant la propension du capital à limiter, autant que faire se peut, l'essor des capacités humaines, même dans le contexte de ce que d'aucuns appellent le capitalisme cognitif. Le malthusianisme patronal préfère un salarié juste formé pour son poste de travail et au statut précaire, plutôt qu'un salarié mieux formé et stable, et cherche à restreindre le cercle de ceux qui maîtrisent les technologies les plus avancées pour mieux les contrôler et les soumettre. Le rôle de l'institution scolaire est-il d'alimenter cette logique et de permettre au patronat d'économiser les investissements nécessaires à la suppression des postes de travail les moins qualifiés, en lui livrant en abondance une main-d'œuvre peu formée et bon marché?
si l'on admet que ce n'est pas le cas, et que la responsabilité de l'école est bien plutôt de rendre possible, grâce à l'action éducative, la maîtrise technologique de l'organisation du travail, des échanges mondiaux, de connaissances et de forces productives, qui peuvent améliorer considérablement le sort de l'humanité, et tout aussi bien précipiter sa perte, alors une réduction massive des inégalités d'accès au savoir élaboré s'impose d'urgence. Donc il me semble que là, on a vraiment une réflexion qui prend vraiment l'école dans ce qu'elle peut produire de meilleur. Sauf qu'elle atteint à une limite, qui est celle du monde du travail, qui est aujourd'hui de moins en moins un monde du travail, qui est de plus en plus un monde de l'emploi. Alors, est-ce qu'on peut penser une école qui forme des gens extrêmement bien qualifiés, mais qui derrière n'auront pas forcément l'ouverture, les métiers, justement il y a une question du métier qui est posée là, et une organologie du rapport entre les lycées professionnels, les lycées généraux, les universités. Donc il y a une question du métier qui est posée. Donc je crois que là on bute à vraiment la limite aujourd'hui de ce qu'il y a à l'école. Et il y a un penseur qui me semble être quelqu'un qui peut composer avec la pensée d'Ars Industrialis, et l'économie de la contribution, c'est Bernard Friot. Bernard Friot, il propose un ouvrage qui a été écrit, je crois, en 2012, qui s'appelle « L'enjeu du salariat ». Et dans l'enjeu du salariat, il indique que pour devenir un être majeur, il y a effectivement le suffrage universel, et qu'aujourd'hui, cette condition n'est absolument pas la condition qui permet d'être un être majeur. La condition pour lui d'être un individu majeur, c'est le fait de pouvoir être potentiellement porteur d'une valeur économique, porteur d'une capacité productive. Et donc Bernard Friot, à ce sujet-là, indique qu'il s'agit de qualifier les individus. Et qu'à partir de 18 ans, un individu, on le considère comme qualifié, et qu'en tant que qualifié, il est porteur d'une valeur économique, et qu'en tant que porteur de valeur économique, il est comme un retraité, comme un fonctionnaire dans une certaine mesure, parce qu'il montre que finalement, on peut, par une réélaboration des cotisations, que ce soit sociales ou patronales, refonder un modèle qui soit un modèle sur lequel les gens sont rémunérés en fonction d'un niveau de qualification et d'une capacité productive. Alors, c'est une question aussi que je maîtrise peu, les questions économiques je les maîtrise peu, mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose à discuter là-dessus. On en parlait ce matin sur le fait d'avoir, si vous voulez, du droit, la question du droit sur celle de l'économie politique. Donc Bernard parlait de ça ce matin, et je crois que là, il y a un nouveau droit qui s'inscrit par la pensée de Bernard Friot, parce que si on veut que les enfants travaillent à l'école, s'approprient le dispositif scolaire, il faut qu'ils aient un avenir derrière. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont potentiellement capables de produire quelque chose et qu'ils ne seront pas au service d'activités qui n'ont pas spécialement d'intérêt. Et donc on bute aussi aujourd'hui à l'école sur la question justement du pharmacone peut-être le plus puissant qui est l'argent. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie de votre attention.